Châteaubleau est une agglomération gallo-romaine, une des nombreuses lieux d'implantation d'époque gallo-romaine au sein de la Seine-et-Marne. Donc c'est pas forcément la plus importante des agglomérations gallo-romaines, puisqu'on a notamment Melun qui là est une cité importante. En revanche, c'est certainement l'agglomération gallo-romaine la plus étudiée et surtout la plus accessible à l'heure actuelle. Donc on a deux sites qui sont actuellement visibles. Donc le théâtre qui est totalement découvert, puisqu'on finit l'achèvement de sa fouille cet été. Et puis on a également un sanctuaire de sources en lisière nord de l'agglomération, qui est également visible par le public. Alors Châteaubleau par rapport à la Seine-et-Marne, donc c'est un des grands ensembles cultuels d'époque gallo-romaine. Alors Châteaubleau dépendait de la cité des Sénons et son très grand sanctuaire donc, était ce qu'on appelle un sanctuaire de confins. Donc on est ici pas très loin de la frontière avec les Mèdes. Et donc ce sanctuaire en fait était destiné à montrer l'opulence, la puissance de la cité des Sénons par rapport à ses voisines et en l'occurrence par rapport aux Mèdes. Le patrimoine qui a été mis au jour à Châteaubleau est extrêmement important. Il est d'importance départementale, voire régionale, voire nationale, voire parfois internationale. Châteaubleau dispose de deux spécificités au moins. L'une d'elles, ce sont les tuiles inscrites avant cuisson en langue gauloise. Donc les textes en langue gauloise sont rares. Et ceux, comment dirais-je, qui ne sont pas, par exemple, des contes de Tuilier, sont particulièrement intéressants pour les linguistes. Et en l'occurrence, on dispose de plusieurs tuiles, dont une qui est longue de 11 lignes et qui est le document sans doute le plus important pour l'étude de la langue gauloise à l'heure actuelle. Donc un patrimoine pour la Seine-et-Marne extrêmement important. Une autre spécificité, c'est le faux-monnayage, puisque à Châteaubleau était présent un atelier de faux-monnayeurs qui est à ce jour le plus important connu pour le monde romain. Je suis Guillaume Torel, je suis doctorant à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense et je suis depuis 5 ans responsable de secteur à Châteaubleau. Actuellement, nous sommes en train de fouiller deux sites, le site du théâtre gallo-romain et puis une partie d'un quartier d'habitation qui se situe au nord-ouest de l'ensemble culturel central, donc le sanctuaire le plus important de l'agglomération gallo-romaine. Donc ce sanctuaire se situe au nord-ouest de l'agglomération. Il est connu depuis le milieu des années 90, puisqu'une première campagne de fouilles programmée a permis d'en découvrir une partie entre 1995 et 2000. Et on a repris les fouilles dans cette zone, un petit peu plus au sud, depuis 2011. Et donc les travaux de sondage devraient se terminer courant 2016. Alors, dans ce quartier, donc on a trouvé bien évidemment un certain nombre de bâtiments, bâtiments d'habitation, d'artisanat, parfois on ne sait pas trop quelle était leur fonction, et puis également un certain nombre de structures en creux, de type puits ou latrine. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ces structures, très souvent, elles ont servi de dépotoir à la fin de vie de ce quartier, c'est-à-dire à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et on va trouver donc un matériel parfois abondant dans les niveaux de destruction, d'abandon, voire dans les niveaux de fonctionnement. Alors, plusieurs objets nous intéressent tout particulièrement par rapport à la problématique d'aujourd'hui. Ce sont les fléaux. Écoute, ça pour l'instant tu n'enlèves pas ce deuxième niveau là, tu continues à retirer le premier. Voilà. Ça tu vas l'enlever. Oui. Celle-ci, oui, J'ai regardé tout à l'heure, j'ai pris un peu de temps, j'ai regardé, tu t'enlèves tout ce qui est en surface là tu l'enlèves. J'ai commencé une thèse il y a 2 ans portant sur les moyens de production des villas, donc les outils et les bâtiments qui servent à produire dans les villas. Et à cette occasion, j'ai commencé à travailler sur l'outillage vraiment agricole. On avait pas mal de questions qui se posaient sur les manières dégrainer les céréales à l'Antiquité et les objets qu'on utilisait pour le faire. Donc on a regardé ce qui existait et mon directeur de thèse, Paul Van Ossel, m'a indiqué qu'à Châteaubleau, on avait trouvé à la fin des années 90 et dans les années 2000 plusieurs objets qui avaient été interprétés dans les rapports de fouilles comme des fléaux. Ces objets sont tous issus de comblements de puits et je me souviens encore en avoir découvert l'un d'eux dans le cadre du tamisage des sédiments d'un puits.
Et puis un autre, j'étais dans le fond du puits au moment de la découverte. Voilà, donc c'est des objets qui nous parlent, puisque c'est des objets de la vie quotidienne. On est dans une agglomération rurale, donc tout ce qui a trait à la culture des céréales et à leur traitement postérieur, donc nous intéresse bien évidemment tout particulièrement. Au Moyen-Âge, on connaît énormément de représentations des fléaux, donc dans ce qu'on appelle les calendriers rustiques, qu'on va retrouver dans les enluminures ou encore sur les portails d'église. On a notamment, pas loin d'ici, à Rampillon, sur le portail de l'église, la représentation des 12 mois de l'année et des saisons, et notamment, pour le mois d'août, du battage au fléau. En ce qui concerne nos connaissances sur l'outil lui-même, le fléau, on connaît au IVe siècle, Saint Jérôme, dans ses commentaires d'Isaïe, la première référence du fléau, du mot fléau en latin. Pour l'iconographie, elle est très nombreuse au Moyen-Âge, mais elle va débuter au XIe siècle. En ce qui concerne l'archéologie, c'est-à-dire vraiment les découvertes matérielles de fléaux, on en connaît actuellement une seule qui est datée du XIVe siècle. Donc là encore, les objets de Châteaubleau posent question, puisqu'on a des objets qui sont datés, pour tous, du IIIe siècle. Pourquoi IIIe siècle? Puisqu'ils ont été retrouvés dans des puits en relation directe avec de la céramique et des monnaies qui sont datées de cette période. Donc on a des objets à Châteaubleau qui sont du IIIe siècle. Donc on va faire un bond dans le temps par rapport à ce qu'on connaît du seul fléau qu'on avait archéologiquement parlant, qui était du XIVe siècle. C'est pas étonnant de retrouver des fléaux pour l'Antiquité, puisqu'on sait que ils avaient déjà un système agricole qui était complexe, avec des moyens de production importants, qui aillent des labours avec l'arère jusqu'à la moisson avec la faucille, et ensuite pour le stockage, de grands greniers avec des systèmes de vide sanitaire qui permettaient la circulation de l'air. Donc en fait, finalement, les fléaux, c'est un peu le chaînon manquant dans tous ces outils qu'on a et qui constituent la chaîne opératoire des céréales. En fait, c'est une pièce métallique en bronze avec une douille. Au moins un cas, on avait encore du bois présent dans la douille, donc on voyait que ces objets étaient associés donc à un mouvement. Il y avait un mouvement. L'une des difficultés que l'on a rencontrées en étudiant ces objets, et notamment c'est ça qui nous a poussé à faire de l'archéologie expérimentale, c'est que nous n'avons pas rencontré dans les corpus existants d'objets de ce type-là. Donc c'est vraiment sur ça que s'est posée la problématique. À quoi servent ces objets? Comment fonctionnent-ils? Puisqu'on n'a pas de référent pour les comparer et pour faire des hypothèses. L'hypothèse de fléau est encore là inédite pour l'Antiquité, mais est assez complexe puisque nous avons affaire à des articulations, ça on en est sûr, mais des articulations qui sont en fer. Et en plus, pour le premier type avec la douille importante, c'est un système assez rigide. Or, pour les fléaux qu'on connaît du Moyen-Âge, donc dans l'iconographie médiévale, moderne, et même les fléaux qui nous sont parvenus, qu'on conserve encore aujourd'hui dans les vieilles fermes ou dans les écomusées, nous avons des articulations qui sont en cuir. Donc, la question était de savoir, peut-on battre avec des articulations en métal? Alors, on a un bribe de réponse, puisque la seule référence archéologique qu'on a, le fléau du XIVe siècle, est bien en fer. Et on voit sur certaines enluminures ou certains calendriers rustiques sculptés que on a certains fléaux qui étaient en cuir, mais dont les attaches au bout du manche et du battoir étaient deux anneaux en métal. Donc l'existence de parties métalliques sur les articulations de fléaux existe bel et bien. Là, nous avons affaire à des objets quand même un peu plus complexes dans leur forme et un peu plus rigides. Donc, d'où l'intérêt de faire l'expérimentation pour voir si nous avons bien affaire ou non à des fléaux. Parce qu'on n'a pas les mêmes ici, c'est pas grave. Je viens de comprendre la blague. Le clou du spectacle. Non, du tout. Allez, une autre blague. Vous êtes en forme aujourd'hui, c'est jeudi. Écoute, Elodie,
à Châteaublot. Hein. C'est vrai. L'intérêt en archéologie de ce type de restitution, c'est d'essayer de comprendre d'abord la fonction d'un objet, et pour démontrer la fonction qu'on lui attribue, bah, c'est de réaliser de telles expériences. Il n'y a que l'expérience, dans ces cas-là, qui peut démontrer l'hypothèse, sauf à trouver, par exemple, un bas-relief où on va voir une personne en train de battre des céréales qui viennent d'être coupées, et où on puisse distinguer suffisamment de détails pour reconnaître, par exemple, en l'occurrence, les fléaux de Châteaublot. Donc si on ne dispose pas de bas-reliefs qui représentent l'objet, ou de textes qui évoquent de manière suffisamment précise ces objets, eh bien, je dirais qu'il ne reste plus que l'expérimentation. Oh, le bruit est top. J'ai contacté un forgeron qui travaille notamment avec des groupes de reconstitution, qui a accepté de refaire ces pièces-là. Donc on a décidé de sélectionner les pièces, nous en avons refait 3. Donc deux fléaux du premier type avec une grosse douille et pour l'un une petite douille et l'autre une languette, et un fléau du deuxième type avec une petite douille ouverte et un crochet. Donc le forgeron a réalisé ces fléaux, et ensuite nous avons nous-mêmes refait un manche et un battoir. Donc le manche c'est la partie qu'on tient, la partie fixe, et donc le battoir c'est la partie en bois mobile qui va venir frapper les céréales. Plusieurs questions se sont posées. D'abord, quelle essence de bois utiliser pour ces deux pièces? Donc, on a utilisé du noisetier pour le manche, qui a une essence qu'on connaît à Châteaublot à l'Antiquité, qu'on a retrouvée. Et pour les battoirs, on a essayé notamment avec du chêne, qui est un bois dur qui permet de résister aux violents chocs que va subir le battoir lors de l'expérimentation. Après, le problème concernant l'essence utilisée pour faire le battoir et le manche, il a aussi fallu les faire nous-mêmes. Donc, décider de la longueur du manche et de la longueur du battoir. Donc, pour cela, on s'est fixé sur des objets qu'on a mesurés dans des écomusées ou des musées d'art et tradition populaires, et également les mesures qui étaient données dans les dictionnaires agricoles. Ensuite, la limite qu'on a eue, tout simplement, ça a été il a fallu fixer le manche et le battoir à l'articulation en métal qu'on avait. Pour le manche, c'était assez évident puisqu'on avait une douille avec une virole et des clous, donc quelque chose qui tenait suffisamment. Par contre, pour la partie mobile, le battoir, on a compris rapidement qu'il fallait cette partie mobile avec une corde, donc on a choisi une corde de chanvre ou des lanières de cuir, la fixer. Et là, on a eu certains problèmes, on a dû tester beaucoup pour éviter que le battoir s'en aille durant l'expérimentation. Et on n'est toujours pas au point finalement, et on est sans cesse en train d'apprendre et de changer les techniques pour fixer la douille au battoir. Et donc ça fait partie d'une limite qui est inhérente à l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on a nos propres limites et on apprend aussi en le faisant. Donc en ce qui concerne les céréales qu'on a utilisées pour l'expérimentation, donc c'est des céréales qui proviennent de l'exploitation de Séchille-Michaud, qui est pas très loin d'ici, à Longeville, en Seine-et-Marne, qui nous a autorisé à moissonner donc à la faucille à la fois de l'épeautre et de l'engrain. L'engrain est une céréale qu'on reconnaît à l'Antiquité, mais surtout chez les Gaulois. À la période romaine, qui est la période que l'on connaît à Châteaublot, on en a beaucoup moins. C'est une céréale vêtue, comme l'épeautre, qui est la deuxième céréale que l'on va utiliser pour l'expérimentation, qu'on retrouve davantage à l'époque romaine en Gaule. Il faudra faire dans les années qui arrivent d'autres expérimentations avec des céréales comme le froment, qui est une céréale nue, qu'on retrouve vraiment énormément dans les contextes d'agglomération et de campagne dans le nord de la Gaule. Mais celui-là, tu vois, pourtant il part, mais je trouve qu'il marche bien. Ça tourne bien. Bah oui, il a l'air souple quand même. L'articulation, elle est pas rigide Les du Grecs tout. aussi, c'est un parfum pour ça. En même temps, j'aime bien Athènes, c'est
si on est démocrate, il faut être pour l'esclavage. Il va y avoir du temps pour aller leur trembler. Hein. Regarde, le truc, ça fait bien pour Ah, sur le côté, c'est trop. voilà. Voilà. Les femmes. C'est fou quand même comme la paille n'est pas écrasée. Donc pour les céréales, nous avons donc de l'engrain et de l'épeautre, qui sont deux céréales vêtues, où il faut procéder en fait à plusieurs battages et à un décortiquage s'il faut pour avoir la graine. Contrairement aux céréales nues, où un seul battage va suffire pour avoir la graine. On va essayer, dans les semaines qui vont suivre l'expérimentation, de faire quelques analyses paléobotaniques, puisque nous allons conserver les céréales et essayer de regarder d'un point de vue carpologique, donc c'est-à-dire de l'étude des graines et des déchets issus du battage, ce que ça peut donner pour faire un référent, puisqu'on en connaît sur des aires de battage antiques. Et on va également regarder les phytolithes, qui sont en fait une partie minéralisée des céréales, qui, semblerait-il, se modifient selon la technique d'égrainage. Donc si on utilise un fléau, si on utilise le dépiquage, donc le foulage par les animaux, ou encore le tribulum, qui est une sorte de herse avec des dents de silex qui viennent couper les balles pour faire sortir la graine. Donc on va essayer, c'est un de nos objectifs, de faire une voire deux études environnementales sur les restes qui sont issus du battage pour en tirer des conclusions et essayer de faire des référents pour que la fouille d'aires de battage antiques qui révèlent comme ça des carporestes ou des phytolithes, savoir un peu comment les étudier et ce qu'on pourrait en dire davantage. Donc on va essayer d'avoir une double lecture, d'abord l'expérimentation pour faire avancer la problématique autour des objets du mobilier, des objets en fer, et essayer d'avoir une seconde lecture avec des analyses environnementales pour un peu comprendre mieux l'impact qu'a le battage sur les céréales. On est quand même limite au niveau des graines. Hein. Parce que moi j'en ai, comme c'est dans le médicament, j'ai pas envie que ça fait des fausses informations. On a terminé cette première expérimentation de battage qui s'est bien déroulée. On a également eu le temps aussi de tester le vannage des céréales. En ce qui concerne donc les fléaux qu'on a reconstitués, il y a plutôt de bons signes. On a réussi à obtenir quelque chose d'assez intéressant. Seulement, les limites qu'on avait aperçues dès le début, c'est-à-dire notre manière de fixer en fait le manche et le battoir à l'articulation en métal. Effectivement, on a eu quelques battoirs qui sont tombés, on a eu un manche qui s'est déboîté. Donc ça prouve bien que c'est un premier test, qu'il faut continuer, mais que objectivement on arrive à quelque chose, on arrive à obtenir des graines qui ont été égrenées. Donc c'est une première étape, mais on voit qu'elle fonctionne et qu'il faut continuer sur cette voie et voir si effectivement, oui ou non, on a des fléaux à Châteaubœuf.